Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. C'est la rentrée scolaire. Un dilemme se pose. Comment faire pour obtenir les livres requis par les établissements scolaires? Les prix des livres neufs sont pour le moins exorbitants. Les manuels de seconde main se font rares et pire encore, les livres supposés être fournis par l'État sont introuvables. Aux parents de réussir cette épreuve difficile et sortir leur épingle de ce jeu inextricable. Manuels scolaires, cahiers, crayons. Comme tous les ans en septembre, la rentrée des classes pèse lourd sur les épaules des parents. Chaque article est devenu un luxe. Une liste qui se chiffre désormais en millions de livres libanaises. Les parents sont tiraillés. Acheter des livres usagés ou des manuels neufs. Dans les deux cas, la facture reste salée. Certains seront choqués justement des prix. Ils vont vouloir des listes avec des livres sûrement usagés. D'autres font des allers-retours seulement pour prendre les livres usagés, même s'il y a des risques qu'ils n'en trouvent jamais. D'autres, c'est vraiment l'extrême opposé. Même avec les prix exorbitants, ils prennent des listes complètement nouvelles. Ça dépend aussi des écoles le plus souvent. Et quand il s'agit des manuels scolaires publics, conçus par le Centre de recherche et développement pédagogique, la situation est encore plus compliquée. Ils sont tout simplement introuvables. Franchement, je dois maintenant payer très cher les livres car tout a changé. Il n'y a plus rien de libanais. Il faut chercher longtemps pour trouver un livre libanais imprimé. On le prend en mauvais état, mais l'important est de l'avoir car il n'y en a pas d'autre. Ils n'impriment plus aucun livre libanais. Résultat, une véritable chasse au trésor pour les familles, contraintes de courir de librairie en librairie pour trouver les manuels indispensables. En gros, ces livres n'existent pas parce que l'État ne les imprime pas. Nous essayons de fournir la plupart des livres d'occasion à nos clients. La majorité des clients ont des documents scolaires en format PDF qu'ils viennent faire imprimer. Au Liban, chaque rentrée rime avec sacrifice, incertitude et surtout une question. Qui écrit encore l'avenir des enfants quand même les livres manquent à l'appel? 40 jours déjà que Ziad Rahbani n'est plus. On n'oublie pas puisque désormais, Ziad Rahbani est plus que jamais dans l'air du temps et dans les cœurs. 40 jours après la disparition de Ziad Rahbani, le Liban se souvient. Artiste rebelle, compositeur visionnaire, dramaturge satirique, Ziad a marqué la culture arabe comme peu d'autres. Ses textes, pleins d'ironie et de lucidité, ont révélé des contradictions d'une société meurtrie mais avide de vérité. Aujourd'hui, sa voix continue de résonner dans les rues, dans les cafés et surtout dans le cœur des générations. Avec Ziad, le Liban ne riait pas seulement, il réfléchissait. C'était un miroir de notre réalité. Ziad Rahbani n'est pas seulement un artiste, il était une conscience. Son héritage dépasse la scène et s'inscrit dans la mémoire collective. Ses œuvres resteront intemporelles. Il a donné une identité nouvelle à la musique et au théâtre. Israël promet les 10 plaies aux rebelles du Yémen après de nouveaux tirs de missiles. Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a promis les 10 plaies aux rebelles Houthis du Yémen qui ont revendiqué un nouveau tir de missiles en direction d'Israël. Les Houthis ont de nouveau tiré des missiles sur Israël. Nous infligerons les 10 plaies aux Houthis, a écrit Katz sur X, une allusion aux 10 plaies d'Égypte évoquées par la Bible. L'armée israélienne a déclaré qu'un missile tiré par les Houthis était tombé dans une zone dégagée hors du territoire israélien sans déclencher de sirène d'alerte. Les rebelles ont affirmé dans un communiqué avoir visé l'aéroport Ben Gourion, près de Tel Aviv, à l'aide d'un missile balistique. Ils avaient revendiqué 2 attaques de missiles qu'Israël avait dit avoir interceptées. Les Houthis ont juré de venger leur premier ministre tué la semaine dernière avec d'autres ministres dans une frappe israélienne dans la capitale Sanaa.
Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, les Houthis ont multiplié les tirs de drones et de missiles contre Israël et des navires marchands qui lui sont liés au large du Yémen, en affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens. En représailles, Israël a frappé leur position à plusieurs reprises. Les soutiens européens de l'Ukraine se sont réunis à Paris pour afficher leur détermination à lui fournir des garanties de sécurité et demander à Donald Trump quelle sera la contribution des États-Unis une fois le cessez-le-feu en place. Ce sommet de 35 dirigeants, certains présents à l'Élysée et d'autres en visioconférence, va nous permettre de finaliser les garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine, a déclaré le président français Emmanuel Macron à la tête de la coalition avec le Premier ministre britannique Keir Starmer. Les alliés de l'Ukraine attendent de voir ce que les Américains souhaitent apporter concernant leur participation, a relevé le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte. Les États-Unis sont présentés à la réunion parisienne par Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump. Le président américain, se disant très déçu par son homologue russe Vladimir Poutine, a averti qu'il se passerait quelque chose si Moscou ne répondait pas à ses attentes de paix. Les Européens demandent une nouvelle fois d'augmenter la pression sur la Russie qui ne montre aucun signe, selon le président ukrainien, de vouloir arrêter les combats en lui imposant de nouvelles sanctions. Certains alliés se sont montrés hésitants dans l'attente de la contribution américaine que plusieurs pays européens jugent indispensable avant tout engagement de leur part. La Russie martèle qu'elle n'acceptera aucune intervention étrangère, quelle qu'en soit la forme. La porte-parole de sa diplomatie, Maria Zakharova, qualifiant les protections demandées par Kiev de garanties de danger pour le continent européen. « Ce n'est pas à eux de décider », a rétorqué Mark Rutte au nom de l'OTAN en déplacement à Prague. Vladimir Poutine, qui affiche un retour en force sur la scène internationale, avec une présence très remarquée aux côtés du président chinois Xi Jinping et du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Pékin, a confirmé que Moscou atteindra ses objectifs en Ukraine par la voie militaire si les négociations avec Kiev échouent, assurant que ses troupes demeuraient à l'offensive sur l'ensemble du front. En Afghanistan, gravement affecté par le séisme, l'aide tarde malgré des besoins considérables. Parvenir aux derniers survivants du puissant séisme ayant frappé l'est de l'Afghanistan demeure un défi pour les secouristes et les autorités qui disent s'attendre à une hausse du bilan. Éboulements et glissements de terre compliquent l'accès aux zones les plus reculées des provinces orientales, touchées par un séisme de magnitude 6 aux alentours de minuit dimanche. Ce tremblement de terre, l'un des plus meurtriers de l'histoire récente du pays, a fait 2200 morts, blessé plus de 3500 personnes et détruit près de 7000 maisons dans les provinces de Kunar, de Langman et de Nangarhar, frontières du Pakistan. Le bilan devrait encore croître car des corps ont été retrouvés alors que les opérations de secours se sont poursuivies tard dans la nuit, a déclaré Hamdullah Fitrat, porte-parole adjoint du gouvernement. De nombreux survivants sont considérés comme encore piégés dans les décombres dans les villages reculés et les chances de les retrouver vivants s'amenuisent rapidement, prévient toutefois l'Organisation mondiale de la santé OMS, notant que les pluies ont encore aggravé la situation. Les autorités talibans, déjà confrontées à des séismes dévastateurs en 2022 et 2023, préviennent qu'elles ne pourront pas faire face seules. L'ONU et les ONG répondent que le séisme, suivi de 6 fortes répliques, arrive au pire moment. Elles ont été forcées depuis le début de l'année de réduire leur assistance aux Afghans en raison de coupes dans l'aide internationale. Sur place, les familles n'ont désormais plus rien pour survivre. Istanbul fait ses adieux au rail d'une gare mythique. Pendant près de 40 ans, Senay Kartal a travaillé à Haydarpaşa, l'une des plus anciennes gares de Turquie située sur la rive asiatique du Bosphore, dans le grondement des locomotives et l'agitation des passagers.
Les voyageurs d'Anatolie arpentaient ces escaliers de marbre, valises en main, s'émerveillant devant ce monument grandiose, immortalisé dans de nombreux films, et d'où le Taurus Express, prolongement de l'Orient Express, quittait autrefois Istanbul à destination de Damas et Bagdad. Mais depuis 2013, ces voix sont silencieuses et le ministère turc de la Culture l'a reprise pour la transformer en centre d'art. Pour Senay Kartal, désormais retraité de 61 ans, le bâtiment néoclassique inauguré en 1908, posé au bord de l'eau, doit rester une gare. C'était un lieu magnifique, plein de mouvement et d'énergie. Cette beauté a disparu, regrette-t-elle, en évoquant l'imposante bâtisse qui a survécu à l'effondrement de l'Empire ottoman, à la Première Guerre mondiale, à des coups d'État et à un incendie qui l'a dévasté en partie fin 2010. La gare, d'où des Arméniens ont été déportés en 1915, a ensuite vu affluer les migrants de la Turquie rurale vers Istanbul, rappelle Aïcha Yüksel, sociologue et spécialiste de l'histoire de Haïdar Pacha. En 2024, la gare a été placée sous le contrôle du ministère de la Culture et la première phase d'un centre culturel et artistique doit être achevée d'ici 2026. Ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est tout pour nous, objecte Hassan Bekdash, conducteur de train et membre de la plateforme Haïdar Pacha, collectif d'universitaires, d'urbanistes et d'employés opposés au projet. Pour lui, l'emplacement face au Bosphore aiguise l'appétit des investisseurs. Pour l'architecte Gül Koksal, Haïdar Pacha était bien plus qu'une gare, avec ses logements, ses ateliers de réparation et son port. C'est un joyau, mais il n'a de sens que s'il est préservé et maintenu en vie avec tout ce qui le compose, appuie-t-elle. Et en Argentine, la tangothérapie est en vogue. Elle aide à mieux supporter la maladie de Parkinson. Quand le son du tango commence à résonner dans la salle, Lydia Beltran exorcise la maladie de Parkinson qui l'engourdit, étreint son thérapeute et danse avec fluidité et grâce aux côtés d'autres patients dans le cadre d'un traitement innovant lancé par un hôpital public de Buenos Aires. Depuis 15 ans, environ 200 patients ont participé aux ateliers de tango de l'hôpital Ramos Mejia, destinés à étudier leur impact sur l'évolution des symptômes de cette maladie incurable et à fournir des outils pour mieux la vivre au quotidien, selon l'équipe de neurologues en charge de cette tangothérapie. L'un des problèmes principaux de la maladie est le trouble de la marche, et le tango, en tant que danse basée sur la marche, travaille sur l'arrêt et le démarrage des pas, ainsi que sur des stratégies pour se déplacer autour de la piste, explique la neurologue Nelida Gareto, l'une des promotrices du projet. Les résultats sont encourageants. Le tango favorise la construction d'une piste sensorielle qui aide les patients à marcher, ajoute-t-elle. À 66 ans, Madame Beltran, diagnostiquée il y a 2 ans, n'avait jamais dansé le tango. Elle a commencé l'atelier sur recommandation médicale. S'il s'agit de freiner la progression, je dois le faire. Il faut danser avec la vie, confie-t-elle. En plus des tremblements, du manque d'équilibre, de la rigidité et des bafouillements au niveau de la voix, la maladie conduit souvent à l'isolement social et à la dépression. L'atelier agit donc comme un stimulus pour l'éviter. Et c'est la fin de ce journal. Merci et bonsoir.